quelques minutes. On va attendre quelques minutes encore pour laisser le temps aux participants d'arriver. Pas de problème. Alors, je pense qu'on peut peut-être débuter. Ça me fait très plaisir de vous présenter Dr. Marc-Olivier Martel, qui est professeur adjoint au département d'anesthésiologie de la faculté de médecine de l'Université McGill et il est également affilié avec la faculté de médecine dentaire. Il est le directeur de la recherche à l'unité de gestion de la douleur au Centre universitaire de santé McGill et il détient une chaire de recherche du Canada qui est intitulée « Douleur chronique, santé mentale et usage des opioïdes ». Il a complété un doctorat en psychologie à l'Université McGill en 2012, ainsi qu'un postdoctorat à l'Université Harvard en 2016. Au cours des années, il a publié plusieurs articles sur les aspects biopsychosociaux de la douleur chronique, ainsi que sur l'usage des opioïdes chez les personnes qui vivent avec la douleur chronique. Puis ces travaux sont supportés par le Fonds de recherche du Québec Santé, de même que les IRSC. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans questions-réponses au bas de l'écran ou encore on pourra vous donner la parole à la fin de la présentation de Dr. Martel. Alors, bienvenue au CHUM, Dr. Martel. Ça nous fait très plaisir de vous avoir comme conférencier. Merci beaucoup, Dr. Chouanière. Merci beaucoup pour l'invitation à tout le monde du Centre de recherche du CHUM. C'est bien apprécié. Donc, j'ai été introduit. Merci pour l'introduction. Marc Martel, professeur adjoint à l'Université McGill. Je suis aussi directeur de la recherche à l'Hôpital général de Montréal. Donc, en tant que psychologue de formation, je m'intéresse évidemment à la douleur chronique et à l'usage d'opioïdes chez les patients en douleur chronique. Donc, je vais vous parler de ça aujourd'hui. Donc, juste un bref aperçu de ma présentation. Je vais parler de la douleur chronique, son impact sur les personnes, l'utilisation d'opioïdes pour les personnes qui vivent avec la douleur chronique, les bienfaits potentiels liés à l'usage d'opioïdes et aussi les problèmes potentiels liés à l'usage d'opioïdes chez les personnes en douleur chronique. Je vais ensuite vous parler des envies liées à l'usage d'opioïdes, comme on dit en anglais, les cravings d'opioïdes et les effets subjectifs des opioïdes. Je vais terminer la présentation en discutant brièvement des interventions psychologiques qui pourraient possiblement permettre de prévenir ou de réduire le usage d'opioïdes chez les personnes en douleur chronique. Donc, juste pour s'assurer qu'on comprend bien la distinction entre les douleurs aiguës, douleurs chroniques, douleurs aiguës suite à des blessures, des accidents, suite à des procédures dentaires, des procédures opératoires, habituellement des symptômes de douleur qui durent entre 0 et 3 mois. Quand on parle de douleurs chroniques, on parle de douleurs musculo-squelettiques, des douleurs neuropathiques, des douleurs abdominales, des douleurs orofaciales, des douleurs qui, habituellement, des symptômes de douleur qui vont persister pour 3 à 6 mois ou plus. Ça peut persister pendant aussi plusieurs années. Donc, la distinction entre la douleur aiguë et la douleur chronique, dans le contexte de ma présentation, je vais parler principalement de la douleur chronique au Québec, au Canada. La douleur chronique est un problème de santé majeur qui affecte environ 20 à 30 % de la population adulte
La douleur chronique est une des causes principales pour la consultation d'un médecin, de l'absentéisme au travail. C'est associé à des coûts extrêmement élevés pour le système de santé ainsi que pour la société. Mais au-delà des coûts, la douleur chronique peut avoir un impact considérable sur les personnes. La douleur chronique peut interférer avec le fonctionnement quotidien. La douleur chronique peut interférer avec les activités sociales, professionnelles des personnes, peut interférer avec les activités sexuelles, avec le sommeil. Ce qu'on sait, c'est que la douleur chronique peut mener à une diminution significative de la qualité de vie des personnes. La douleur chronique peut aussi causer des problèmes de santé mentale, peut mener à des symptômes dépressifs ou, de façon plus sévère, à des troubles d'humeur. La douleur chronique peut mener à des symptômes d'anxiété ou à des formes plus sévères, à des troubles d'anxiété. La douleur chronique peut évidemment causer des troubles du sommeil, des problèmes d'insomnie. Donc, une chose qui est importante de garder en tête, surtout si on est moins familier avec le domaine de la douleur, c'est qu'il y a des différences interindividuelles considérables dans la perception de la douleur. La douleur est perçue habituellement différemment par différentes personnes. Donc, pour la même blessure ou pour le même diagnostic de douleur, l'intensité de la douleur vécue va être vécue différemment par différentes personnes. C'est une expérience subjective. Donc, en contexte de clinique et de recherche, la douleur est habituellement évaluée via des mesures auto-rapportées. Vous êtes possiblement familier avec des échelles de douleur qu'on demande aux personnes d'évaluer leur douleur de 0 à 10, 0 étant aucune douleur et 10 la pire douleur inimaginable. Jack va nous rapporter une douleur de 6 sur 10 qui serait considérée comme une douleur modérée à sévère. Donc, juste pour illustrer un peu plus là, les différences interindividuelles marquées dans l'expérience de douleur, on prend Gilles, on prend Luc, deux différents individus, le même diagnostic, des résultats IAM comparables. Gilles, qu'est-ce qu'on sait de notre expérience clinique et en recherche? Gilles pourrait nous rapporter verbalement une douleur de 2 sur 10, alors que Luc, pour le même diagnostic, pourrait nous rapporter une douleur d'environ 8 sur 10. Ce qui a vraiment, au cours des années, autant en clinique qu'en recherche, c'est des questions par rapport à quels sont les facteurs qui peuvent contribuer à l'expérience subjective de la douleur. On sait maintenant qu'il y a des facteurs psychologiques, des facteurs biologiques qui peuvent contribuer à l'expérience subjective de la douleur, ainsi que des facteurs socio-environnementaux. Donc, si on parle maintenant de l'usage d'opioïdes par les personnes qui vivent avec de la douleur, donc les opioïdes ont un long historique pour la gestion de la douleur aiguë. Donc, suite à des procédures chirurgicales ou dentaires, les opioïdes peuvent être prescrits pour une courte durée, quelques jours. Les opioïdes peuvent être aussi utilisés en contexte de douleur chronique. La thérapie par opioïdes à long terme habituellement réfère à 90 jours ou plus consécutifs d'usage d'opioïdes. Les opioïdes sont utilisés autant en première ligne par les médecins de famille, presque par les médecins de famille, autant que dans les centres spécialisés de gestion de la douleur en troisième ligne. Au Canada, ce qu'on sait, c'est qu'il y a certains opioïdes qui sont fréquemment prescrits. Ça inclut la codéine, la tramadol, les opioïdes faibles, l'hydromorphone, l'oxycodone, la morphine, le fentanyl font partie des opioïdes qui sont fréquemment prescrits pour les personnes vivant avec de la douleur chronique. Ce qu'on sait de façon pas juste anecdotique, on sait aussi qu'il y a de plus en plus de sondages effectués auprès des cliniciens, des prescripteurs d'opioïdes. Il y a une certaine ambivalence chez les cliniciens à ce point-ci en ce qui concerne la prescription d'opioïdes. Pourquoi? Parce que les opioïdes, d'un côté, peuvent être accompagnés de bienfaits. Et d'un autre côté, les opioïdes peuvent aussi être accompagnés de problèmes potentiels. Les bienfaits potentiels liés aux opioïdes. Donc, il y a eu au cours des années, plusieurs essais cliniques randomisés et tout récemment, il y a eu une publication d'une revue systématique de la littérature, une méta-analyse, une synthèse de 96 essais cliniques randomisés démontrant que les opioïdes sont supérieurs au placebo pour la réduction de l'intensité de la douleur chez les personnes vivant avec de la douleur chronique. Les opioïdes peuvent être aussi, en plus d'une réduction, d'un soulagement de la douleur, de l'intensité de la douleur, peuvent aussi être accompagnés d'une augmentation du fonctionnement.
La majorité des études à ce jour sont habituellement aux alentours de 3 mois ou moins pour différentes raisons. Ce qu'on sait assurément, c'est que les opioïdes peuvent être efficaces pour la gestion de la douleur chronique, particulièrement à l'intérieur de 3 mois. Ça va prendre des études à plus long terme pour continuer de supporter l'évidence en ce qui concerne l'efficacité des opioïdes, mais on sait que les opioïdes peuvent être efficaces certainement pendant des mois pour la gestion de la douleur chronique. Il y a certains problèmes potentiels qui peuvent être liés aux opioïdes, d'un autre côté. Donc, vous avez possiblement entendu parler des décès, les surdoses liées aux opioïdes. Ce qui est très important de comprendre lorsqu'on entend là, des informations en lien avec les décès liés aux opioïdes, c'est qu'il faut distinguer l'origine des opioïdes, pharmaceutiques versus non pharmaceutiques. Ce que je vous présente maintenant, c'est des données de l'Agence de santé publique du Canada qui, la dernière fois que j'avais extrait les données, il n'y a pas si longtemps, c'était que juste près de 70% des décès liés aux opioïdes étaient observés suite à l'usage d'opioïdes non pharmaceutiques. Donc, les opioïdes pharmaceutiques sont conçus par l'industrie, approuvés par usage médical, par exemple, pour la gestion des personnes avec douleurs chroniques. Donc, la vaste majorité des décès, les données nous indiquent que la vaste majorité des décès sont liés à l'usage d'opioïdes non pharmaceutiques, donc font vraiment de l'usage non médical, récréatif, illicite des opioïdes. Donc, les décès, on connaît maintenant que les décès affectent une très, 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 très faible minorité de patients souffrant de douleurs chroniques qui utilisent des opioïdes ayant été prescrits pour eux. Le mésusage d'opioïdes, ceci étant dit, chez les personnes en douleur est un phénomène clinique qui est observé chez un sous-groupe de personnes vivant avec la douleur chronique. Il y a évidemment là, des différentes définitions de qu'est-ce que le mésusage d'opioïdes en contexte de gestion de douleurs chroniques. Dans la littérature, plusieurs définitions là, réfèrent à l'usage des opioïdes de manière différente que celle qui est prescrite. Ça peut impliquer différents types de comportements ou de signes, par exemple la surconsommation d'opioïdes, donc prendre plus d'opioïdes que prescrit, une escalation des doses qui n'avaient pas été indiquées ou prescrites, l'usage d'opioïdes pour des raisons autres que la douleur, donc pour augmenter, disons, pour améliorer le sommeil, réduire l'anxiété ou des choses comme ça. Ça, c'est des types de comportements qui ont été considérés dans la littérature comme des formes de mésusage, puis que les opioïdes étaient utilisés pour des raisons autres que la douleur. Donc, il y a une revue de la littérature, une synthèse, environ 40 études publiées dans PEN, qui est un de nos journaux principaux dans notre domaine, environ 40 études là, qui ont estimé là, que la prévalence de mésusage d'opioïdes était environ à 20 à 30 en soins de première ligne, en soins de troisième ligne, donc 20 à 30 et que le trouble d'usage d'opioïdes était d'environ 10 chez les personnes souffrant de douleurs chroniques. Donc, il y a évidemment des différences entre les études dans les estimations, parce que plusieurs raisons pour ça. C'est que le mésusage d'opioïdes peut être évalué en clinique et en recherche via des questionnaires, des entrevues avec des patients, en inspectant les dossiers médicaux si les patients se présentent pour un renouvellement d'opioïdes avant le temps, des choses comme ça. Donc, via les questionnaires, les entrevues, les dossiers médicaux, évidemment, les tests d'urine, s'il y a l'usage licite de substances qui en parallèle à l'usage d'opioïdes. Donc, peuvent être des indications des signes de mésusage d'opioïdes. Donc, ça peut aussi contribuer en utilisant à travers différentes études, différentes méthodes pour évaluer le mésusage, ça peut contribuer à des différences dans les estimations qui sont effectuées. Ce qu'on sait, ceci étant dit, là, de la littérature, c'est qu'il y a certains facteurs qui peuvent être associés à une augmentation du risque de mésusage d'opioïdes chez les personnes vivant avec la douleur chronique. Donc, des facteurs sociodémographiques, par exemple, l'âge, le sexe, les individus plus jeunes, les hommes plus jeunes peuvent présenter un risque plus élevé de mésusage d'opioïdes. Les patients, les personnes qui ont un historique de troubles d'usage de substances, différents types de substances, ça peut être l'usage de tabac, l'usage de cannabis, les troubles d'usage d'alcool. Donc, ces troubles d'usage-là non reliés aux opioïdes sont relativement fréquents. La littérature nous a démontré que les personnes avec la douleur chronique présentent des comorbidités avec des différents types de troubles d'usage avec ces historiques-là. Donc, ils peuvent
aussi augmenter le risque de mésusage d'opioïdes. Il y a certains facteurs biomédicaux ou cliniques, donc les doses plus élevées d'opioïdes, c'est maintenant assez connu, là, que plus les doses sont élevées, plus ça peut être associé, disons, à un risque, disons, de dépendance physiologique. Ça peut être aussi associé à un plus grand risque de développer un trouble d'usage d'opioïdes. Ceci étant dit, il y a plusieurs patients qui se font prescrire des doses relativement élevées d'opioïdes qui ne démontrent aucun signe de mésusage. Donc, à travers différentes études, des fois, les résultats ont été un peu inconsistants. En ce qui concerne l'intensité de la douleur, la littérature nous indique que plus l'intensité de la douleur qui est vécue par les patients est élevée, plus que c'est associé à un plus grand risque de mésusage, peut-être à une surconsommation d'opioïdes. Ceci étant dit, encore une fois, à travers différentes études, des fois, les résultats ont été assez mixtes. Il y a plusieurs patients qui vivent avec des hauts niveaux d'intensité de douleur, mais qui ne démontrent aucun signe de mésusage. Des patients avec des niveaux de douleur plus faibles qui vont peut-être éventuellement développer certains problèmes avec l'usage d'opioïdes. En ce qui concerne les facteurs psychologiques, ça a été assez démontré de façon assez consistante là, que les patients qui présentent avec des symptômes d'anxiété, des symptômes dépressifs, qu'est-ce qu'on appelle souvent dans la littérature l'affect négatif. Pourquoi? Parce que les symptômes d'anxiété, les symptômes dépressifs sont assez comorbides. Il y a une co-occurrence assez élevée de symptômes dépressifs et d'anxiété dans la population de personnes vivant avec la douleur chronique. Donc, l'affect négatif peut augmenter le risque de mésusage d'opioïdes. Les patients qui se présentent avec des troubles plus sévères là, de santé mentale aussi peuvent être à risque de mésusage d'opioïdes. J'aimerais vous parler du concept de craving. Le concept de craving, c'est un concept qui m'intrigue beaucoup, qui a attiré mon attention, disons, dans les dernières années. Donc, le craving, qui est un mot évidemment tiré de la littérature anglophone, mais qu'on utilise fréquemment en français aussi, là, donc vous allez m'excuser, mais réfère aux envies, au désir de consommer des substances. Évidemment, des envies habituellement fortes, des forts désirs d'utiliser, de consommer des substances. Alors, le concept de craving a un long historique dans la littérature sur les troubles d'usage de substances, sur les addictions. Donc, il y a eu énormément de recherches, autant du côté clinique, la recherche clinique, que de la recherche fondamentale sur le concept de craving, sur les envies. Ça, c'est une échelle du temps qui est assez grossière. Là, vous allez le constater, mais ça donne un aperçu un petit peu de l'historique du concept de craving. Dans les années 80-90, il y a eu énormément de recherches qui ont été générées sur le craving, autant les envies, les cravings en lien avec l'alcool, la nicotine, la cocaïne, l'héroïne. Donc, aux États-Unis, la NIH a donné beaucoup de financement pour faire de la recherche sur le concept de craving. Donc, ça a stimulé beaucoup la recherche dans ce domaine-là. Il y a eu vraiment un transfert là, jusqu'à un certain point là, de qu'est-ce qu'on a appris sur le concept de craving. Le craving est devenu un élément clé dans certains programmes de traitement pour les personnes qui vivent avec des troubles d'usage de substances. Ça a été un concept là, qui a été quand même assez débattu au cours des années, mais ça demeure que c'est un concept qui a permis aussi d'être utile cliniquement. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que l'augmentation de l'usage d'opioïdes pour les personnes avec douleurs chroniques non cancéreuses, aux alentours des années 95-2000, c'est là qu'il y a eu une augmentation substantielle là, de l'usage d'opioïdes, la prescription d'opioïdes. Donc, ce qui fait en sorte qu'aux alentours de 2019, 2021, encore aujourd'hui, on en connaît très peu sur les envies, les cravings liés aux opioïdes chez les personnes souffrant de douleurs chroniques non cancéreuses, autant les déterminants du craving que les conséquences du craving dans cette population-là. Donc, ça l'a stimulé un peu. Il y a environ 10 ans de ça, j'étais à Boston et je m'en veux toujours. Je devrais donner le crédit énorme à quelqu'un que j'ai rencontré quand j'ai débuté environ 10 ans à Boston. C'était un psychiatre, Ajay Wazan, qui avait publié un papier ou deux. C'était la première personne là, dans notre population, là, dans notre communauté en douleur qui avait commencé à écrire sur le concept de craving. Ça m'avait vraiment intrigué. J'ai cogné à sa porte. Je trouve ça m'intéresse, je trouve ça intéressant. Ça a une belle valeur clinique importante. Il m'avait dit, OK, on pourrait explorer un peu plus. Donc, on a analysé des données. On avait publié un papier il y a un certain nombre d'années. L'objectif de l'étude, c'est d'examiner l'association entre les envies, donc le craving et le mésusage d'opioïdes chez les personnes en douleur chronique, voir si peut-être les envies, là, le craving pourrait peut-être expliquer le lien qu'on a
qu'on a observées entre, disons, l'affect négatif, les problèmes de santé mentale et le misusage d'opioïdes. Peut-être que le craving, c'est vraiment la variable clé qui explique pourquoi ces individus-là peut-être pourraient être à risque de misusage. Donc, un très bref aperçu de la méthodologie à cette époque-là, il y a une dizaine d'années, on avait environ 85 patients avec douleurs chroniques non cancéreuses qui étaient vus dans une clinique de douleur, troisième ligne, qui étaient prescrits une thérapie par opioïdes à long terme. Et une seule visite là, au labo du Brigham and Women's Hospital, c'était l'hôpital auquel j'étais affilié. On avait administré des questionnaires sociodémographiques, un bon historique médical, caractérisé les comorbidités médicales. On a documenté le type d'opioïdes étant prescrit aux personnes, leur dose. Et donc, les variables principales, les mesures, assez simples, des échelles numériques, des échelles numériques 0-10 dans les 24 dernières heures. Une fois dans le lab à la clinique, on demandait aux personnes de nous rapporter leur intensité de douleur, leur affect négatif, les symptômes d'anxiété, les symptômes de dépression, les envies liées aux opioïdes. Et peut-être vous demandez, bon, comment ça a été mesuré? Dans la littérature, il y a eu plusieurs façons de mesurer les envies, habituellement avec des échelles auto-rapportées, c'était le plus fréquent. Donc, en anglais, how often have you found yourself thinking, donc les pensées par rapport aux prochaines doses d'opioïdes, jusqu'à quel point ils ont cravé leur médication opioïde, les envies urgentes d'utiliser des opioïdes. Donc, les patients, évidemment, c'est dans le contexte de recherche, les patients se sentaient très à l'aise de nous rapporter s'ils vivaient avec certains de ces états d'envie. On a mesuré le misusage d'opioïdes avec des questionnaires, des mesures auto-rapportées. Les patients nous rapportaient, disons, s'ils avaient utilisé plus d'opioïdes que prescrits, utilisé les opioïdes pour des raisons autres que la douleur. Les questionnaires, évidemment, c'est au-delà des mesures auto-rapportées, on avait aussi de l'information qui nous provenait des médecins, des tests d'urine pour complémenter qu'est-ce que les personnes nous rapportaient. En termes de résultats très principaux, là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en ce qui concerne l'association entre l'affect négatif et l'usage d'opioïdes, on a répliqué ce qu'on avait connu à ce moment-là dans la littérature. Il y avait une association. Ceci étant dit, l'affect négatif était associé à plus d'envie en lien avec l'usage d'opioïdes et les envies, les cravings en lien avec les opioïdes étaient associés à une plus grande fréquence de misusage d'opioïdes chez les personnes en douleur. L'affect négatif était associé à plus d'intensité de douleur, évidemment, ça c'est des choses qu'on connaissait d'avance, mais l'intensité de la douleur, encore une fois, on répliquait ce que certaines études préliminaires avaient montré, l'intensité de la douleur n'était pas associée nécessairement au misusage d'opioïdes. Ce qu'on a trouvé, c'est que les envies, le craving, était une variable médiatrice, donc une variable qui expliquait le lien entre l'affect négatif et le misusage d'opioïdes. Donc, les personnes avec plus d'affect négatif vivent probablement plus de craving qui, en retour, peuvent contribuer à une plus grande augmentation du misusage d'opioïdes. Donc, ça a mené à beaucoup d'interrogations. Ça, c'est un papier qui a été publié en 2020, en fait, après 10 ans plus tard, là, quand on commençait à travailler là-dessus. Il y a eu quelques études là, qui se sont accumulées dans le domaine. Il y a un groupe au Connecticut qui ont publié une littérature, une synthèse d'environ 10 études chez les individus en douleur chronique non cancéreuse, des analyses transversales. La vaste majorité de ces études-là étaient transversales. Donc, une fois dans le temps, un peu comme je viens de vous décrire, regardez l'association entre l'intensité de la douleur vécue par les personnes et les envies liées aux opioïdes. Ce qu'on a démontré à travers, donc pas juste nos travaux à nous, là, mais à travers différentes équipes, à travers différents endroits, différentes populations de personnes souffrant de douleur, c'est que plus les niveaux d'intensité de douleur sont élevés, plus c'est associé à des niveaux d'envie ou de craving élevés en lien avec l'usage d'opioïdes, ce qui fait du sens. Les patients ont de la souffrance, ils vivent avec la douleur et ça peut contribuer à des envies plus élevées. Donc on s'attendait à ça et ça fait du sens cliniquement parlant. Ceci étant dit, quand on regarde la magnitude de cette association-là, l'association est significative et robuste. Par contre, la magnitude de cette association-là est modeste, donc des coefficients qui varient entre 20 à 0,35. Donc, ce que ça suggère, c'est que les individus qui vivent des envies ou des cravings en lien avec les opioïdes pourraient ne pas être uniquement causés par l'intensité de la douleur qui est ressentie. Une chose on se questionnait par rapport à ça, on était surpris de voir que l'association entre l'intensité de la douleur vécue par les patients, les personnes et les envies, les cravings n'était pas si forte que ça. Mais on s'est dit, ouais, mais en fait, les envies, les cravings, c'est pas un phénomène qui est statique, qui est stable dans le temps.
les envies fluctuent et les analyses antérieures, transversales que je vous décrivais, ils ne peuvent pas capturer les fluctuations dans le temps, les variations dans le temps, autant les variations en ce qui concerne les envies liées aux opioïdes, autant que l'intensité de la douleur des patients et les états psychologiques des patients, des personnes qui peuvent fluctuer d'une journée à l'autre. Laissez-moi vous illustrer ça avec un exemple. Donc, ça, c'est vraiment à titre illustratif, mais c'est qui proviennent quand même là, de données qu'on a observées. C'est qu'il y a des fluctuations. Qu'est-ce que vous voyez sur l'axe des X en bas? C'est les journées, disons, 14 jours consécutifs. L'échelle Y, c'est vraiment l'intensité, disons, là, des envies ou des cravings aux opioïdes. On sait que ça peut fluctuer d'une journée à l'autre. Et qu'est-ce qui a raison de croire? C'est que c'est vraiment lorsqu'il y a des élévations chez un seul individu, chez le même individu au cours du temps, et lorsqu'il y a des élévations, lorsqu'il y a des journées où il y a des symptômes de douleur qui sont plus élevés, c'est fort plausible que ce soit lors de ces journées qu'il y ait des envies plus fortes. Donc, c'est quelque chose qu'on s'est dit peut-être qu'au plan méthodologique, qu'est-ce qui avait été fait antérieurement ne permettait pas vraiment de bien évaluer les liens entre la douleur, les états psychologiques et les envies et le craving. Donc, je vais y revenir un peu plus tard dans quelques minutes en lien avec certains des travaux qu'on a faits. Laissez-moi vous parler des effets subjectifs des opioïdes. Les effets subjectifs des opioïdes, c'est un concept, en fait, les effets subjectifs de différentes substances. Les effets subjectifs, c'est un concept qui a été aussi documenté dans la littérature depuis plusieurs années. C'est un concept qui est un peu vague, mais c'est un concept qui prend son sens quand on regarde de quel type d'effets subjectifs on parle. Les opioïdes peuvent s'accompagner d'effets subjectifs tels que des effets hédoniques, des effets euphoriques, des effets plaisants, des états de bien-être, peuvent potentiellement, pas chez tout le monde, mais peuvent peut-être être accompagnés d'effets calmants, d'effets relaxants. Ça, c'est quelque chose qui a été, c'est l'usage chez des utilisateurs, disons, des individus qui ont utilisé des opioïdes de façon orale. Ça a été démontré depuis plusieurs années. Ça a été montré par des groupes là, à Chicago. James Acne, c'est quelqu'un, Sandra Calmer à New York. C'est des gens qui ont publié beaucoup dans ce domaine-là, aucunement relié à la douleur, mais vraiment montrer qu'il y a des effets subjectifs, potentiellement hédoniques et calmants liés à l'usage d'opioïdes. Ceci étant dit, les populations avec lesquelles on travaille sont différentes de les nôtres. C'est des individus, des volontaires en santé qui se faisaient administrer des opioïdes de façon orale ou des utilisateurs récréatifs, disons, d'opioïdes. Et vraiment, là, quelque chose de commun aux travaux qui ont été faits dans ce domaine-là antérieurement, c'est toujours dans un contexte de laboratoire, un contexte très contrôlé, un environnement très contrôlé. Donc, à ce jour, on en sait très peu. Il y a très peu d'études qui ont été effectuées sur les effets hédoniques, euphoriques ou plaisants, ou les effets calmants des opioïdes et chez les personnes vivant avec de la douleur chronique. Et plus spécifiquement, peu d'études ont été faites dans ce domaine-là en contexte naturel, donc dans la vie de tous les jours des patients. Donc, on a publié un papier récemment dans le journal Pain, où on s'intéressait à des questions. Quelle est la contribution de ces effets subjectifs-là, peut-être aux envies en lien avec l'usage d'opioïdes? Quelle est la contribution des effets subjectifs au mis-usage d'opioïdes, possiblement chez les patients en douleur? Donc, on a recruté 103 personnes vivant avec la douleur chronique non cancéreuse qui étaient prescrites une thérapie par opioïde à long terme. La majorité des personnes utilisaient des opioïdes à courte action. Ils prenaient environ 3 à 4 opioïdes par jour. En termes de dose, environ 67 milligrammes par jour. Donc, ça, c'était notre échantillon, des évaluations de base en laboratoire à l'Hôpital général de Montréal, des questionnaires sociodémographiques. On caractérisait les individus par rapport à leur historique médical, clinique, psychologique, le type d'opioïdes qu'ils prenaient, leur dose d'opioïdes. Et les variables principales, là, les mesures, donc des journaux électroniques en anglais, que j'appelle les diaries, via des outils électroniques, que ce soit un ordinateur, des tablettes, une fois par jour, pendant 14 jours, on demandait, donc vraiment de façon consécutive, de façon micro-longitudinale, une fois par jour, on demandait aux personnes au cours des 24 dernières heures d'évaluer leur intensité de la douleur, leur affect négatif, symptômes d'anxiété dépressif, les envies, le craving liés aux opioïdes et les effets calmants. Donc ça, c'est vraiment là, je voulais utiliser vraiment en anglais qu'est-ce qui a été rapporté dans le papier. Donc, to what extent did your opioid medication calm you down? Donc, les effets calmants des opioïdes, les effets hédoniques. How pleasant was the feeling associated with your opioid medication? Donc, les aspects plaisants, les aspects calmants des opioïdes. Une fois par jour pendant 14 jours.
le mésusage d'opioïdes avait été évalué une seule fois là, à la fin des 14 jours, les patients via des mesures auto-rapportées. Les résultats vraiment principaux là, de cette étude-là, en fait, c'est qu'il n'y avait aucune association qui a émergé, zéro, aucunement significatif. Et au-delà du seuil de significativité, il y avait une association qui était complètement flat, comme vous pouvez voir au-dessus de votre écran. Aucune association entre les effets subjectifs hédoniques et calmants et le mésusage d'opioïdes. Donc, même si des patients, disons, des personnes pouvaient vivre des effets hédoniques ou calmants, ça ne faisait pas en sorte nécessairement qu'elles allaient surconsommer des opioïdes. Donc, ça, c'est vraiment une première fois, là, à notre connaissance, qu'un groupe dans le domaine de la douleur démontre ça ou trouve ça. On était quand même surpris, mais en même temps, pas si surpris de ça. Qu'est-ce qu'on était? On s'attendait peut-être un peu plus, c'est que les envies, les désirs, les cravings, eux, évidemment, étaient associés à plus de mésusage d'opioïdes. Donc, on faisait juste répliquer qu'est-ce qui a été démontré antérieurement. Qu'est-ce que vous voyez en ce moment? C'est une boîte intégrale. Là. Je ne vais pas aller en prison pour faire un copy-paste de notre article qui a été publié dans Antenne. Donc, j'ai pris le format Word. Qu'est-ce que je vais attirer votre attention sur? C'est que ici, qu'est-ce que ces variables-là, dans la colonne de gauche, vous voyez, la pain intensity, l'intensité de la douleur, l'affect négatif, les sentiments hédoniques ou de calme. Qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est que les effets subjectifs hédoniques et de calme étaient associés à plus d'envie et de craving sur une base quotidienne. Donc, plus que l'usage d'opioïdes au jour le jour était associé à des effets subjectifs hédoniques et calmants, plus c'est associé à des envies plus élevées, même lorsqu'on contrôlait donc pour les variations quotidiennes au plan de l'intensité de la douleur qui était vécue par les patients, leur affect négatif, les symptômes de dépression, d'anxiété. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'avait jamais été démontré, quelque chose qui était quand même intéressant à trouver. On s'est demandé subséquemment aussi, dans la même étude, dans la même set d'analyse, est-ce que ce serait possible que le lien entre les effets subjectifs, les effets hédoniques et calmants des opioïdes et les envies en lien avec les opioïdes, comme je viens de décrire, pourrait peut-être varier en fonction des niveaux de douleur quotidiens des personnes. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé, en fait, c'est que les effets hédoniques et calmants des opioïdes étaient associés à des plus grandes envies d'utiliser des opioïdes, mais plus particulièrement lors des journées, lors desquelles il y avait des niveaux lorsque les personnes vivaient des niveaux de douleur, d'intensité de douleur plus élevés qu'à l'habitude. Donc, vous pouvez me permettre l'interprétation, une spéculation par rapport à la pure spéculation à ce point-ci. Votre interprétation est aussi bonne que la mienne. C'est qu'il est possible que les effets hédoniques et calmants des opioïdes contribuent possiblement à réduire le désagrément de la douleur et de la douleur chronique qui est bien documenté. Et ceci, en retour, pourrait contribuer à augmenter les envies et les cravings en lien avec l'usage d'opioïdes. La douleur est une expérience désagréable, on connaît ça depuis plusieurs décennies. Donc, il est possible que les effets hédoniques et calmants réduisent, contrebalancent ce désagrément-là. On s'est demandé de façon reliée, donc je vous présente le même type d'analyse, des analyses de modération qui a été faite. Est-ce que le lien entre les effets subjectifs et les envies, les cravings, pourrait avoir varié en fonction des symptômes d'anxiété dépressifs, l'affect négatif quotidien des patients? Donc, ce qu'on a trouvé, les résultats ont indiqué que plus les effets hédoniques et calmants des opioïdes étaient associés à plus d'envie, plus de craving lors de journées, lorsque les personnes avaient des élévations, avaient des niveaux d'affect négatif plus élevés. Comme je l'ai dit antérieurement, les niveaux des symptômes d'anxiété, les niveaux de stress des individus peuvent varier d'une journée à l'autre. Donc, lors de ces journées-là où il y avait des élévations dans l'affect négatif, c'est là que les effets hédoniques et calmants des opioïdes étaient associés à plus de craving. Donc, encore une fois, si vous pouvez me permettre la spéculation ici, il est possible de croire que les effets hédoniques et calmants des opioïdes contribuent à une diminution d'un certain côté de l'affect négatif. Ça à contrebalancer l'affect négatif. Ça peut même mener à une augmentation de l'affect positif, ce qui, en retour, contribue à plus d'envie ou plus de craving. Donc, à ce point-ci, j'aimerais, après avoir fait un survol de certaines études récentes qu'on a effectuées, j'aimerais vous parler de
la réduction ou la prévention du mésusage d'opioïdes, même s'il n'est pas excessivement élevé, il y a certains patients qui pourraient peut-être bénéficier d'interventions ou de stratégies cliniques peut-être pour réduire ou prévenir le mésusage d'opioïdes, tout en maintenant, tout en ne discontinuant pas la thérapie par opioïdes. Donc, ce qui est important, c'est qu'on sait qu'il y a des patients qui en bénéficient de cette thérapie par opioïdes-là, donc sans nécessairement avoir à discontinuer ou à réduire les opioïdes. Est-ce qu'il y a certaines interventions ou stratégies cliniques qui pourraient être déployées peut-être pour réduire les risques de mésusage chez les personnes en douleur chronique? Une chose avant d'en arriver là, une chose qui est toujours très importante à garder en tête, c'est que la cessation abrupte des opioïdes, c'est non recommandé. Ce n'est pas juste non recommandé, c'est non éthique. Donc, la cessation abrupte des opioïdes, c'est quelque chose qui est fortement découragé à faire, donc de cesser la prescription d'opioïdes pour un individu qui semble en bénéficier, même s'il démontre certains signes de mésusage. Ça peut mener à un sous-traitement de la douleur. Ça peut augmenter, on connaît, il y a des données qui ont sorti aux États-Unis, au Canada, que la cessation abrupte des opioïdes pour les personnes ayant été prescrites des opioïdes pendant des années de façon sécuritaire pourrait augmenter le risque de comportement à risque, donc de se tourner vers des sources illicites, disons, pour s'approprier d'opioïdes, pour obtenir un soulagement de la douleur. Donc, de se tourner vers des sources illicites, que ce soit la rue ou autre source, peut être particulièrement problématique. Donc, il y a eu des lignes directrices là, pour l'utilisation d'opioïdes qui ont été mises de l'avant au Canada là, il y a quelques années, en 2017. Ces lignes directrices-là concernent principalement les prescripteurs d'opioïdes. Évidemment, il y a des recommandations. Bon, prenons le type d'opioïde, comment débuter la thérapie par opioïde, que ce soit un switch d'opioïde, une rotation, des choses comme ça. Ceci étant dit, les psychologues, donc s'il y en a certains parmi vous, les psychologues ici qui s'intéressent à ce domaine-là, autant que ce soit via les lignes directrices, mais ça a été documenté bien avant les lignes directrices. Là, il y a toujours eu un emphase avant la thérapie par opioïde, une évaluation du risque. Donc, d'essayer de déterminer s'il y a certains patients qui pourraient peut-être être à un plus haut risque de mésusage ou de troubles d'usage d'opioïdes avant de débuter la thérapie en fonction de certains facteurs de risque qui ont été documentés dans la littérature. Donc, ces facteurs-là peuvent s'évaluer via des questionnaires auto-administrés, via des entrevues. Ceci étant dit, c'est très important de comprendre que même si les patients présentent certains facteurs de risque, ça ne doit pas être nécessairement un obstacle ou une raison pour ne pas offrir accès à la thérapie par opioïde. Les guidelines et la littérature indiquent que s'il y a certains patients qui semblent avoir des profils qui pourraient les mettre à l'aise, c'est vraiment un monitoring très important. D'un guideline à l'autre, ça peut varier, mais le monitoring, de dialoguer avec les patients, de voir comment ça se passe au cours de la thérapie par opioïde peut être une bonne stratégie pour la prévention et la réduction du mésusage. Donc, les psychologues peuvent aussi y contribuer, là, que ce soit dans les cliniques multidisciplinaires, dans différents contextes, par rapport à ça. Pas juste les psychologues, évidemment. Là, il y a d'autres cliniciens là, qui peuvent contribuer à ça. À cet effort-là, disons, pour nos personnes en douleur qu'on voudrait ne pas discontinuer la thérapie, mais pour prévenir le mésusage. Et les interventions psychologiques ont été de façon, ils commencent à être documentés, là, de façon, c'est très lent, mais il y a certaines interventions psychologiques pour ces patients-là qui bénéficient des opioïdes ou qu'on veut une continuation au maintien de la thérapie par opioïdes, certaines interventions psychologiques qui pourraient être déployées. L'évidence n'est pas extrêmement forte à ce jour, mais on aime croire qu'il va y avoir de plus en plus d'études dans ce domaine-là. Des interventions psychologiques basées sur des éléments ou des principes, disons, de la thérapie cognitivo-comportementale, la TCC ou la thérapie d'acceptation et d'engagement. Je vais vous en parler pendant quelques minutes, un survol très rapide de ça, d'autant plus qu'il n'y a pas énormément de littérature à ce jour. C'est un papier 2010, pourtant ça avait été fait à Boston par Bob Jameson, en fait, qui avait testé chez des personnes qui avaient été considérés via une évaluation, un screening, l'évaluation directe, comme étant des patients
risque modéré à élevé là, de mi-usage d'opioïdes, mais qui étaient tout de même prescrits la thérapie par opioïdes. Donc, chez ces individus-là, ils ont testé l'efficacité d'une intervention basée sur des principes de la thérapie cognitivo-comportementale, offrir de l'information, de l'éducation sur les opioïdes, ainsi que sur le misusage d'opioïdes, essayer d'aider les personnes à augmenter, à maintenir la motivation à adhérer au plan de traitement, juste s'assurer qu'on est encore là, on avance en fonction qu'il y a une adhérence avec le plan de traitement et ce plan de traitement-là qui est absolument large, mais qui peut inclure évidemment l'usage d'opioïdes de manière telle que prescrite. Donc, la restructuration cognitive, j'ai toujours trouvé que c'est un concept. Les psychologues ont toujours la tendance là, à arriver avec des concepts là, qui sont, disons, sans dire présomptueux là, ou prétentieux. La restructuration cognitive, ce n'est pas un concept qui est nouveau dans la littérature, c'est la psychologie clinique, là, ça date des années 80, mais la restructuration cognitive, peut-être aider les personnes à réévaluer certaines situations, changer les pensées négatives, des choses comme ça, identification de situations peut-être qui peuvent les mettre à risque de misusage d'opioïdes, comment on peut identifier ces situations-là et peut-être justement dans une optique de prévenir la surconsommation d'opioïdes. Et évidemment, le développement de stratégies d'adaptation en anglais, le coping, pour aider les personnes, autant à gérer la douleur, la thérapie cognitivo-comportementale a un très long historique pour la gestion de la douleur chronique, mais aussi en contexte d'usage d'opioïdes pour les stratégies d'adaptation coping, faire face à ces envies-là urgentes auxquelles les personnes peuvent être confrontées. Donc, Bob Jameson, via l'étude dont je vous ai épargné les détails méthodologiques pour des raisons de temps, qui ont démontré, là, un essai clinique randomisé, là, que les personnes qui avaient eu des interventions basées sur la thérapie cognitivo-comportementale, au cours, 6 mois plus tard, étaient évidemment vues là, de façon répétée dans le temps, mais après 6 mois, une réduction des envies, du craving, une réduction des signes de misusage d'opioïdes. Donc, suite à ces efforts-là cliniques, il y a eu d'autres groupes qui ont commencé à intégrer là, des ingrédients là, de la thérapie cognitivo-comportementale, mais pas nécessairement à faire en personne, comme traditionnellement effectué, mais via le web. Donc, des interventions basées sur la thérapie cognitivo-comportementale via le web pour la réduction du misusage. Donc, ça, c'est très préliminaire. C'est une étude qui a été effectuée et publiée. Et les ingrédients sont très similaires. L'éducation sur la douleur, sur l'usage d'opioïdes, la restructuration cognitive, les stratégies d'adaptation pour aider les personnes à faire face aux envies et aux cravings. Enfin, pour terminer, en ce qui concerne les interventions psychologiques, la thérapie d'acceptation et d'engagement, il y a une troisième vague qu'on appelle là, dans la littérature psychologique clinique, là, qui incorpore certains éléments là, de la thérapie cognitivo-comportementale, mais qui diffère aussi, qui est plus dans le contexte de la thérapie d'acceptation et d'engagement. Les personnes sont encouragées à accepter ou à s'ouvrir à la douleur plutôt qu'à la combattre. Accepter est un mot assez lourd et chargé, qui est habituellement plus ou moins bien reçu par certains patients. Donc, il faut faire attention à ce mot-là, mais c'est de s'ouvrir à la douleur plutôt que de continuer à essayer de la combattre. Donc, ça a été documenté dans leur littérature sur l'ACT. Essayer de prendre une distance là, face aux sensations, aux pensées, aux émotions déplaisantes. Donc, ça peut inclure les sensations de douleur, mais aussi les envies, les cravings qui ne sont pas nécessairement particulièrement, en fait, qui peuvent être particulièrement désagréables à vivre pour certaines personnes. Donc, essayer de prendre une distance face à ces sensations-là, à ces états-là, a été incorporé dans les approches ACT pour les individus qui utilisent les opioïdes. Ça, c'est des interventions à ce jour qui ont été principalement utilisées par des groupes aux États-Unis, en Utah, Eric Garland, qui ont commencé, ils offrent des workshops maintenant là, en lien avec cette approche-là chez les individus en douleur et qui utilisent des opioïdes, différentes techniques là, qui peuvent être utilisées à la diffusion cognitive, vraiment de prendre la distance face aux sensations, penser aux émotions, le contact avec le moment présent, la pleine conscience. Donc, c'est vraiment un programme d'intervention qui est assez chargé, qui a différents ingrédients, mais un programme qu'ils ont appelé MORE, Mindfulness Oriented Recovery Enhancement, c'est l'acronyme
more, d'une durée de 8 semaines. Donc, encore une fois, des individus qui vont continuer la thérapie par opioïdes à long terme. Donc, l'effort, le but de leurs efforts cliniques ici n'est pas de discontinuer la thérapie, de la maintenir. Qu'est-ce qu'ils ont observé là, après 8 semaines? Les réductions dans les envies, les cravings liés aux opioïdes, une réduction des comportements, des signes de misusage d'opioïdes chez les personnes en douleur chronique. Je vous laisse avec une dernière diapositive là, qui est tout récemment, là, parce qu'on a parlé des différentes interventions psychologiques. Et suite à un des articles que je vous ai décrits, que mon groupe on a publié en peine, on a reçu un commentaire qui était assez positif. Là. Il y avait de l'intérêt par rapport aux effets subjectifs des opioïdes, qu'il y avait une valeur clinique, que c'était intéressant. Peut-être c'est un bon moment de commencer à regarder un petit peu plus là, par rapport à ces concepts-là. Et l'individu, le Dr. Blatt, qui a dit que ça prendrait peut-être des interventions pour réduire les effets hédoniques ou les effets calmants des opioïdes. Et je dois vous avouer, je suis partiellement en désaccord avec ça, en le sens que, comme pour d'autres substances, ces effets hédoniques-là et calmants et plaisants peuvent avoir des bienfaits cliniques, peuvent avoir une utilité. Ceci étant dit, et ça, c'est mes mots que j'avais utilisés dans la lettre, qui n'est pas encore publiée, qui s'en vient, c'est que, évidemment, la majorité des patients qui avec la douleur chronique utilisent les opioïdes pour le soulagement de la douleur, mais je crois sincèrement que les effets hédoniques et calmants ne sont pas nécessairement néfastes dans la mesure qu'ils ne vont pas nécessairement promouvoir une escalation des problèmes en lien avec les opioïdes. Donc, dans la mesure que ça demeure ou qu'il y a un usage d'opioïdes qui ne mène pas à du mésusage, je ne crois pas que ces effets hédoniques-là ou calmants ne sont nécessairement néfastes. Donc, je voudrais vous remercier de votre attention et je vous encourage à poser toutes les questions. Merci beaucoup, Dr. Martel, pour cette excellente présentation. On a dans Q&A, on a une question. Attendez que j'arrive à l'ouvrir, là. Du docteur Beaubien-Souligny. Bonjour, est-ce qu'un phénomène de causalité inversée, reverse causation, est possible dans ce cas? Le fait de ressentir des cravings et d'avoir l'impression d'avoir absolument besoin de la prochaine dose pourrait être contributif à l'affect négatif. Ah oui, merci beaucoup pour la question. Je trouve que c'est quelque chose qui fait du sens théoriquement, cliniquement aussi. Je n'ai pas présenté ces données-là là, en lien avec un papier récent qu'on a publié là, sur les effets subjectifs, mais dans ce papier-là, il y avait inclus une figure. En fait, c'est les évaluateurs qui avaient demandé une telle question. Je ne sais pas si c'était vous, monsieur l'évaluateur, mais c'était une question essentiellement similaire où quelle est la directionnalité là, de ces associations-là? C'est pas probable que plus d'envie de craving pourrait aussi contribuer, disons, à une perception d'effets plus plaisants des opioïdes. Donc, toutes ces associations-là ont été testées dans notre étude. Ce qu'on a fait, même si c'était limité, on a fait des analyses qui montrent que, disons, si les effets hédoniques et calmants des opioïdes qui avaient été vécus hier, est-ce qu'ils contribuent au niveau d'envie et de craving de la journée subséquente? Et la réponse était oui. Donc, il y avait une certaine directionnalité. L'inverse n'est pas vrai. Donc, plus que les patients vivent des cravings, ça ne va pas nécessairement influencer les effets subjectifs qu'ils vivent. Avec l'affect négatif, on n'a pas fait ça, mais ça serait quelque chose d'extrêmement intéressant à faire, justement, de voir, mais ça prendrait un devis d'études différent. C'est quelque chose qu'on est en train de faire, en fait, en ce moment. Donc, de prendre plusieurs mesures par jour. Donc, pas seulement une fois par jour, même si les personnes dans notre étude prenaient plusieurs opioïdes par jour, mais de prendre plusieurs de ces mesures-là au cours d'une journée, on pourrait vraiment voir si, disons, des élévations dans le niveau d'affect négatif pourraient précéder, disons, les cravings et vice-versa. Donc, c'est quelque chose, merci pour votre question, c'est très intéressant. Maintenant, on a une question de Dr. Lise Gauvin, à qui je vais donner la parole. Lise, je pense qu'il faudrait que tu ouvres ton micro. Oui, ça y est, vous m'entendez bien? Ben oui, très bien.
Excellent. Alors, merci beaucoup pour votre présentation. J'ai trouvé ça très intéressant et vous en parlez avec un enthousiasme important. C'est super. J'aimerais vous entendre sur le concept de craving. Et je vais m'expliquer, c'est que quand vous avez présenté la première fois la notion de craving, vous avez utilisé thinking of opioids, après ça, urge, opioids et craving. Et puis en français, on parle de désir. Alors, ma question, c'est, on a toute cette idée intuitive de ce que c'est un craving, parce qu'on a pu avoir des cravings, ça pourrait être pour des opioïdes, mais ça pourrait être pour du gâteau au chocolat ou pour autre chose. Mais est-ce que c'est quelque chose de cognitif? Est-ce que c'est quelque chose d'affectif? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait appeler embodied? Et comment on s'assure d'aller le capturer quand on est dans un environnement comme le nôtre où on a des francophones et des anglophones? Je ne sais pas si la notion de craving est bien traduite quand on parle de envie et désir, parce que desire en anglais, c'est pas tout à fait la même chose que craving. Alors, juste peut-être me dire, puis peut-être comment on fait pour être capable de s'assurer qu'on est bien en train de mesurer ce qu'on veut mesurer, parce que de toute évidence, c'est un concept qui est central dans la compréhension du phénomène du mésusage. Oui, mais merci beaucoup pour la question. Je ne sais pas s'il y a des personnes dans l'audience virtuelle là, qui font partie là, de la communauté là, des troubles d'usage, là, mais ces personnes-là vont être assurément familiers avec le fait qu'il y a eu là, depuis plusieurs décennies là, énormément là, de débats, là, de discussions dans les journaux, là, dans les journaux en lien avec la littérature sur les troubles d'usage, sur le concept de craving. Et c'est la première facette de votre question, là, qui était le concept en soi. Est-ce qu'il y a une dimension cognitive? Est-ce qu'il y a une dimension affective? Est-ce qu'il y a une dimension peut-être comportementale, évidemment? Donc, la réponse courte est oui. Donc, il y a eu, autant que plusieurs personnes là, qu'on aime là, de référer au craving comme étant une expérience subjective, oui, assurément, mais il y a une dimension en bout de ligne sous-jacente qui est cognitive. Il y a plusieurs personnes qui avaient pour différents types de substances, c'est ça, l'usage du tabac, l'alcool, des modèles très cognitifs du craving, parce que c'est vraiment, là, ça l'interfère avec le fonctionnement cognitif, avec les capacités cognitives, donc ça l'envahit les pensées. Donc ça, c'est vraiment pour ça qu'il y a ce système-là qui se retrouve souvent là, quand il y a une mesure du craving, donc à quel point les patients pensent à leur prochaine dose ou pensent à la substance. Donc ça a été toute une facette cognitive qui a été souvent documentée. L'aspect affectif, donc, disons, l'aspect affectif, là, les désirs, les forts désirs, c'est pas juste un désir, ça a été vraiment décrit comme étant un fort désir. Et on le voit là, dans nos données, nous, je ne l'ai pas présenté, là, mais il y a plusieurs patients, là, de personnes qui vivent des niveaux très faibles de craving. Il y en a là, c'est des très forts désirs. Donc, c'est que c'est l'aspect affectif, l'aspect appétit. Donc, vraiment, vous parliez de l'aspect bodily, l'aspect interoceptif. Il y a eu des papiers qui ont été écrits, il y a des modèles théoriques du craving, là, vraiment, l'aspect interoceptif. C'est vraiment comme une dimension où il y a un appétit envers, que ce soit la substance, mais comme vous avez dit, le gâteau ou la nourriture. Donc, je suis moins familier, évidemment, avec les troubles alimentaires, mais le concept de craving, des food cravings, a été documenté dans leur littérature. Donc, il y a l'aspect comportemental, les envies urgentes, donc des choses comme ça. Évidemment, là, il y a l'aspect la langue qui est à la deuxième portion de votre question. Ça demeure un enjeu, évidemment. Là, donc, là, je vous ai présenté là, les items en anglais. Là, ça me ferait plaisir là, de regarder un moment donné, de façon séparée avec vous, comment on peut, les termes francophones qui peuvent être utilisés. Merci. On a une autre question du docteur Pierre Duquette. Docteur Duquette, votre micro est fermé. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. OK. Merci, docteur Martel. D'abord, vous dire, bon, vous avez présenté au tout début que, en fait, 33% des décès reliés aux opioïdes ne sont pas reliés à des drogues de la rue. Vous avez dit que c'est un faible pourcentage. 33%, ce n'est pas un faible pourcentage. Et puis je sais que vous êtes conscient, vous qui êtes
vivez avec des personnes qui ont des douleurs chroniques. La douleur chronique, c'est beaucoup plus complexe que de dire, bon, on a une douleur, puis on va vous donner des opioïdes, puis vous allez être soulagé de ça. Et moi, je suis un praticien senior et j'observe au cours des dernières décennies une augmentation de l'utilisation des opioïdes qui s'accompagne d'une augmentation de l'abus et du drame qu'on vit présentement, là, des mortalités reliées à l'usage du fentanyl. Et je pense avoir vu des statistiques, il y a quand même un pourcentage élevé de ces personnes qui meurent d'overdose de fentanyl qui ont eu une première prescription faite par un médecin. Alors, c'est un peu, je vous lance plusieurs choses en même temps, puis je fais allusion également aussi à la polypharmacie. Hein. Souvent, ces personnes-là se retrouvent avec plusieurs médications contre la douleur. Avez-vous des réactions à mes commentaires? Ouais, merci, Dr. Duquette. Non, vos commentaires sont très bien reçus. Et c'est sûr qu'il y a différents angles qu'on peut prendre, évidemment, quand on regarde des données descriptives comme ça. Le point je pense, qui avait été mis en phase, c'était vraiment là où la vaste majorité là, des décès liés aux opioïdes étaient suite à l'usage d'opioïdes non pharmaceutiques, ce qui gère évidemment l'usage récréatif d'opioïdes, et les données là, de l'Agence de santé publique du Canada indiquent que c'est aussi drivé en partie là, par le fentanyl illicite. Donc, ce qui suggère que c'est principalement observé chez une population qui est distincte de la population de personnes souffrant de douleurs chroniques. Ceci étant dit, vous avez raison qu'il ne faut pas négliger le pourcentage de décès liés aux opioïdes qui sont liés à des opioïdes pharmaceutiques. Ce que je dirais, c'est qu'il y a certains opioïdes pharmaceutiques qui sont utilisés aussi par des individus qui en font un usage récréatif, donc ils l'ont obtenu de différentes sources, mais qui en font un usage récréatif puis qui peut contribuer ensuite au décès. Ce n'était pas nécessairement un individu avec de la douleur chronique. Et la dernière partie, ce que je dirais, c'est que oui, vous avez raison qu'il y a des individus qui vivent suite à une blessure, qui sont prescrits des opioïdes, qui utilisent les opioïdes pour des raisons médicales, pour la douleur, et ça peut escalader à des problèmes, des troubles d'usage d'opioïdes, comme j'ai décrit, un 10% dans notre population. Et c'est ces individus-là qui peuvent se retrouver, évidemment, là, dans des centres de traitement pour les troubles d'usage. Donc, merci pour votre commentaire. Il y a différents angles qui sont importants à considérer avec ces données-là de l'Agence de santé publique. Alors, merci beaucoup, Dr. Martel. C'est tout le temps que nous avons. Malheureusement, on arrive à 1 heure. On tient encore une fois à vous remercier très sincèrement pour votre présentation. Et on va souhaiter un bon week-end à tout le monde. Merci. Merci beaucoup de l'invitation. Bonne journée.